Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra. Exporter ses produits à l'étranger représente une formidable opportunité de croissance, mais cela exige également une préparation rigoureuse. La Société de développement international Lanaudière accompagne les entrepreneurs à chaque étape, de l'analyse du marché à la logistique, en passant par le financement et les partenariats. Et pour en apprendre davantage sur le sujet, on a le plaisir de recevoir le directeur général de la SODIL pour nous parler des services offerts par cet organisme. Jacques Fortin, bienvenue à Fibre Extra. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Jacques, on se connaît bien, alors oui. On va se tutoyer pour la cause, ça va être plus facile. Oui. Jacques, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es très prisé et très occupé, surtout en ces temps un peu particuliers. Dis-moi, Jacques, quand on parle d'exportation, est-ce que les gens ont à craindre l'exportation? Tu sais, souvent, puis je dresse le portrait un peu, j'ai une entreprise, j'ai des bons produits, on a fait les concepts et tout ça, on avait la vision, ça se vend bien localement. Bon, on aimerait ça peut-être dénicher d'autres marchés, aller à l'étranger, ou même peut-être nos voisins de l'Ouest, du côté de l'Ontario, du côté du Canada, des provinces maritimes et tout ça, dans l'Est. Et bien sortir vers l'Europe, mais on se dit, bien, sortir du pays, ça ne doit pas être évident. On parle même, tu sais, des fois, on s'inquiète pour l'emballage. Est-ce que les produits vont arriver correctement là-bas? Est-ce qu'on va se faire payer correctement là-bas? C'est difficile d'aller cogner à la porte, là. Ils sont sur le bord de l'océan et tout ça. Comment on fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment la SODIL peut nous aider là-dedans? Bien, en fait, il faut se faire confiance. Si on a été capable de démarrer une entreprise, de l'amener à une certaine maturité, à une rentabilité, ben c'est qu'on a fait le pire. L'exportation, ce ne sera pas pire que le démarrage. Donc, il faut se rassurer là-dessus. Mais les marchés d'exportation, c'est quand même différent que de vendre à Rimouski ou à Saguenay ou à Montréal. Okay. Donc, on est dans des différences de cet ordre-là. Il faut peaufiner un plan d'affaires. Son plan d'affaires, il faut le peaufiner en fonction des nouveaux marchés qu'on veut adresser. Puis, nous, c'est notre travail. C'est là qu'on va vous accompagner. Peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion, même si vous êtes à l'étape, là, vous êtes levé un matin et dites « Ah, peut-être que je pourrais exporter », prenez le téléphone, appelez-nous, puis on va en discuter. Dès le début, comme ça? Dès le départ. Dès le départ, même, on est un partenaire du concours Ose entreprendre pour dire aux gens, lorsque vous réfléchissez à votre plan d'affaires, pensez immédiatement à moyen, à long terme, voir ce serait quoi les marchés d'exportation pour, des fois, il y a des gestes qu'on pose aujourd'hui qui peuvent avoir une répercussion rendue à ce moment-là. Donc, c'est mieux de les avoir posés correctement plutôt qu'être obligé de revenir en arrière. OK. Quand on parle exportation, est-ce qu'il faut que l'entreprise ait un certain coussin financier pour s'assurer? Tu sais, des fois, quand on part une entreprise, on n'a pas nécessairement toute la liquidité à portée de main. Des fois, on a une marge, la marge est minime un peu, les banques sont fragiles un peu. Je dis les banques, je ne veux pas pointer personne en particulier, mais les institutions financières sont un peu frileuses. Ils vont regarder aller selon l'expérience qu'on a, puis comment ça roule, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a un petit peu d'historique, là, les gens sont un peu plus... moins frileux, si on veut. Fait qu'on a un peu plus de manœuvre, de marge de manœuvre, dis-je. Ouais. Quand on veut exporter des produits comme ça à l'étranger, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on se doit bien, c'est sûr, d'avoir de base? Oui, c'est évident que ça prend une entreprise qui a la solidité à tous les points. Là. Oui, financière, évidemment, mais à tous les points de vue aussi, en termes de capacité de production, en termes d'approvisionnement. Donc, tous les aspects, l'ensemble, et c'est pour ça que je référais au plan d'affaires tout à l'heure, c'est l'ensemble du plan d'affaires qu'il faut revoir, puis le faire de manière un peu plus costaude que ce qu'on a fait au départ ou de ce qu'il est pour le marché local. Et
nous, ben, c'est le travail qu'on va faire avec l'entreprise. Puis souvent, les premiers appels qu'on a, ben, on va les faire ou le travail, on va le faire en collaboration avec les intervenants locaux du développement économique, comme ici dans les Moulins, avec les gens de la MRC qui accompagnent les entreprises. Et on va faire le travail ensemble pour identifier, bon, ben, qu'est-ce qui doit être renforcé pour éventuellement être en mesure ou être capable d'aller sur les marchés d'exportation. Parce qu'une fois qu'on est rendu, ben là, il faut répondre à la demande. On peut pas commencer à dire bon, ben là, en fin de compte, je me suis trompé, je vais revenir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Mais donc, ça va arriver une fois qu'on ne vendra plus là. Exactement. Oui, c'est ça. Ça va être une mauvaise expérience pour trop de monde. Quand on pense à l'exportation, souvent, on va penser à nos voisins du Sud. Évidemment, il y a eu des changements, il y a eu plein de choses qui se sont passées et tout ça qui nous a fait réaliser que peut-être qu'on pourrait exporter vers l'Ouest canadien, ce qu'on faisait peut-être pas parce que notre idée première était d'aller vers un grand marché qui était le marché nord-américain, précisément les États-Unis qui sont plus près au niveau du transport. Mais quand on parle de l'Europe, quand on parle de l'Asie, quand on parle de... tu sais, il y a d'autres endroits où on peut exporter dans le monde. J'imagine que le produit qu'on envoie là-bas, il faut inévitablement qu'il y ait une demande. Là. Il faut qu'il y ait un manque quelque part, puis il faut être capable de le vendre, ce produit-là. Oui, il y a le taux de change aussi, le dollar et tout ça. Fait que c'est tous des aspects qu'on regarde, que vous allez être en mesure de nous conseiller, dans le fond, où serait le meilleur endroit selon le produit qu'on a? Ou... Absolument. Bien, là, il y a plusieurs aspects. Okay. Quand on veut commencer à exporter, évidemment, il faut essayer de minimiser les risques. Un des risques importants, c'est le risque culturel. Donc, tu as énoncé là, plusieurs marchés là, qu'on peut connaître. Si je veux exporter en Europe, en France, bien, c'est plus facile que d'exporter au Japon parce que culturellement, il y a un lien qui est plus évident ou plus facile avec la part. Bien, c'est la même chose. Exporter en Amérique du Nord, c'est plus facile d'exporter en Amérique du Nord qu'exporter en Europe parce qu'on est nord-américain. Donc, les premières expériences, c'est mieux de les faire près de chez nous. Donc, l'Ontario, pour nous, pour la SODIL, l'exportation, c'est hors Québec. Donc, de connaître ces premières expériences, par exemple, Nouveau-Brunswick, Ontario, c'est des beaux marchés. Là. Il y a des marchés très, très porteurs. Donc, c'est la bonne façon et la bonne façon de commencer, d'aller tester les choses, de voir comment on réagit, comment on est capable de gérer nos choses à distance, de mettre les outils à l'intérieur de l'entreprise pour faire face à ces nouvelles réalités-là. Donc, c'est l'accompagnement ou le type d'accompagnement qu'on va donner à l'entreprise. Savoir aussi si nos produits sont sujets à une certaine tarification douanière. Dans certains pays, ça varie. Donc, c'est important aussi de le surveiller pour que ça vale la peine aussi. Puis qu'on soit compétitif aussi avec les produits de l'intérieur de l'endroit où on va. Oui. Quand on parle de préparation préalable, bien, l'analyse de marché est fondamentale. Mais l'analyse de marché est fondamentale dans le démarrage de l'entreprise, dans la croissance de l'entreprise, est toujours très, très, très importante. Donc, avant d'aller sur un nouveau marché, il faut bien faire évaluer ce marché-là. Nous, à la SODIL, on a l'équipe, on a les partenaires surtout pour aller évaluer. On fait cette analyse-là. Et lorsqu'on n'a pas les ressources à l'interne, on a un réseau. Étant donné la complexité du monde de l'exportation, bien, on a un vaste réseau d'experts de toutes sortes autour de nous et on fait appel régulièrement. Vous pouvez vous référer, sortir l'information pour revenir au client. Absolument. Je dirais, la majorité de nos dossiers sont faits en collaboration avec un partenaire spécialiste externe. La question qui tue, Jacques. Oui. Ça coûte combien, tout ça? Quand une entreprise veut faire affaire avec la SODIL comme ça, il y a un coût, j'imagine, rattaché à tout ça? Il y a oui et non. Au départ, la SODIL est financée en partie par les deux paliers de gouvernement, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien. Et donc, les premières rencontres, c'est gratuit. Les premiers services, c'est gratuit. Les premières évaluations, voire quand on se pose la question, est-ce que je vais exporter, est-ce que je peux exporter, ça coûte rien. Puis on va faire la réflexion avec vous. Puis normalement, on a des interventions, là, c'est normé, là, 3 heures. On prend le temps qu'il faut. Si ça prend 10 heures, ça prendra 10 heures, on le prend, il n'y a aucun souci. OK. Donc, déjà, au départ, on sait un peu plus ce qu'on s'en va. Et là, si on va plus loin, bien là, il y aura des frais associés à ça, mais c'est parce qu'on est beaucoup plus convaincu
qu'on prend la bonne décision d'aller dans cette direction-là. On est beaucoup plus aiguillé là, vers l'endroit où on devrait aller. Là. Absolument. Nous, on va vous faire un plan, là, étape par étape, là, puis avec des go-no-go, comme on dit en bon français, là, et pour s'assurer qu'on n'est pas rendu à un niveau où, puis là, on regarde par en arrière, puis 2 étapes plus tôt, il y a des questions qu'on aurait dû se poser. Ouais. Nous, avant d'avancer, on a les réponses, ou on s'assure que vous ayez les réponses à vos questions. L'autre point auquel je remarquais, c'est que, tu sais, nous, ici, on a des normes strictes, ce qu'on veut. Quand on importe des produits ici au Canada ou au Québec, il y a des choses qu'on veut, il y a des règles à suivre. J'imagine que dans d'autres pays, c'est la même chose, là, mais on ne les connaît pas nécessairement. Il y a aussi des pays ou des endroits où on peut exporter que c'est beaucoup plus facile. Quand on exporte, par exemple, vers l'Ontario ou vers l'Ouest canadien, est-ce que les réglementations sont similaires à ce qu'on a ici au Québec et moins contraignants que si on allait vers les États-Unis avec, exemple, le FDA, là, qui est le fameux Food and Drug Association, là, qui fait que là, c'est américain, qui... Tu sais, c'est plus difficile. Oui, c'est sûr que dans l'alimentaire, c'est compliqué partout. Si on parle de ça dans le pharmaceutique, là, ça, c'est très, très réglementé. Il y a de la réglementation partout. Donc, c'est une des premières questions qu'on doit se poser lorsqu'on fait, quand on fait l'analyse de marché, on regarde aussi les contraintes qui existent sur ces marchés-là. Donc, ça, une des contraintes qu'on regarde, c'est les contraintes réglementaires. Et il faut s'adapter. On l'a vu là, avec la crise douanière qu'on vit ou qu'on a vécue. Avec cette crise douanière-là, on a vu que même au Canada, il existe beaucoup de barrières tarifaires ou non tarifaires entre les provinces qui font que le commerce peut être plus ou moins difficile lorsqu'on décide d'aller exporter dans d'autres territoires. Mais il y a des réglementations partout. Partout en Occident, ça se ressemble plus ou moins, mais il faut en tenir compte, il faut en prendre connaissance, il faut adapter son produit, il faut être sûr et certain qu'avant de lancer son produit, d'aller le livrer, bien, qu'on répond à toutes les normes de douane, de logistique et de réglementation du pays de destination. Une fois qu'on répond à tout ça, est-ce qu'on se doit d'avoir un pied à terre dans le pays en question? Ou on peut tout simplement avoir un distributeur, avoir quelqu'un là-bas qui s'occupe de recevoir la marchandise et la distribuer dans le pays? Il y a autant de formules que vous avez d'imagination. Toutes les formules peuvent être bonnes, mais ne sont pas nécessairement bonnes pour vous. Donc, il faut les analyser, faut les regarder. Il y a des entreprises, le niveau de fabrication est le niveau de sophistication de la fabrication est très, très élevé. Mais là, ça peut être contraignant d'aller implanter une deuxième usine sur un marché visé. Des fois, ça vaut la peine. Mais des fois, ça vaut la peine. Absolument, absolument. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ça, il faut l'analyser au cas par cas. Tu avais un conseil, Jacques, à donner à ceux qui nous écoutent, qui veulent exporter, là, qui ont un produit actuellement, qui sont en affaires ou qui veulent se lancer? Ça serait quoi comme conseil? Appelez-nous. C'est sûr et certain. Les 3 premiers conseils, appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous. Donc, avant de poser quelques gestes que ce soit, entrez en contact avec nous. On va, nous, en collaboration avec les intervenants locaux dans les moulins, si vous êtes dans une autre MRC, c'est ça. On va travailler. Il y a des Orpex un peu partout. Tu es un Orpex ici dans la région, mais il y en a d'autres à travers le Québec. Donc, si les gens nous écoutent et que l'émission est diffusée ailleurs, là, dans la Naudière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous nous contactez, vous n'êtes pas du territoire de la Naudière, on va vous référer à votre Orpex. Donc, on n'est pas en concurrence. On a chacun nos territoires. C'est déterminé, c'est fixe. Donc, mais le 100% du territoire québécois est couvert. Et couvert au complet. Par un Orpex. Ce fut un immense plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un immense plaisir, Pierre. Merci à toi. Vous souhaitez former vos équipes ou optimiser vos opérations? Au service aux entreprises des affluents, notre mission est claire. Vous offrir des solutions innovantes et adaptées pour accompagner votre succès. Avec engagement, agilité et innovation, notre équipe propose des formations sur mesure, de la francisation en entreprise, des conseils techniques et stratégiques et surtout un partenariat axé sur l'efficacité et la collaboration.
Nouveau site web, nouvelle image et bientôt notre lancement officiel. Découvrez-en plus dès maintenant. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Démarrer son entreprise, ça prend beaucoup de résilience et d'être prêt à faire face à de multiples situations. C'est également faire des mauvais choix parfois et être en mesure de se virer de bord sur une scène, comme le dit l'expression, pour retrouver son X. Notre entrepreneur d'aujourd'hui est un exemple de détermination. Odélina Scarcella, présidente, dis-je, de Soif et Fringales. Bienvenue à Fibre E. Merci. Bonjour. Odélina, on se connaît déjà depuis quelques années maintenant. Ça fait longtemps. Et je connaissais pas tout ton parcours en soi. Puis on voulait le découvrir parce que tu es une entrepreneur dans l'âme, disons-le. Tu as voulu te lancer en business. Pourtant, tu as travaillé pour d'autres pendant plusieurs années avant de te lancer. Tu t'es lancé, mais plus tard. Effectivement. Comment ça s'est passé, le début? Qu'est-ce que tu as fait au tout début de ta carrière? Bien, en fait, moi, j'ai été 22 ans chez Bell, pour un franchisé Bell, justement. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est moi qui allais dans la chambre de commerce, qui faisait le développement pour que les gens viennent. C'était un franchisé Bell. Donc, c'était quand même un propriétaire d'entreprise pour qui j'ai travaillé durant longtemps. À travers ça, on a ouvert un kiosque. Donc, je me suis occupée de 2 boutiques pendant longtemps. Gestion d'employés. Au même point que... Je te dirais que même quand on s'est rencontrés au début, quand on se présentait au début, puis je le voyais chez Bell, j'étais un client. Absolument. Et j'avais l'impression que la boutique t'appartenait. Bien, c'est souvent l'impression que les gens avaient. Hein? Beaucoup de gens me disaient ça parce que c'est moi qui étais mis de l'avant, c'est moi qui allais faire de la prospection, qui rencontrait des gens, donc un petit peu, et qui s'occupait des clients, qui les amenait à la boutique. Et je t'occupais du personnel aussi. Du personnel aussi, oui. C'est ça. Donc, j'étais passionnée et de toute façon, pour ça, moi, j'ai toujours été comme service à la clientèle, développement, donc j'avais peut-être le côté intrapreneur. C'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui ne sont pas propriétaires, mais sont intrapreneurs. Donc, on agit comme si c'était à nous. Et là, arrive la situation où le propriétaire en question de la franchise Bell a décidé de vendre de son côté. Et là, tu t'es retrouvé, toi, où tu avais un choix à faire, dire, OK, là, je fais quoi? Bien, soit que je continue chez Bell ou que j'avais envie de me partir. Ça faisait quand même un bon moment, ma propre entreprise. Tu avais cette idée-là déjà dans la tête? Oui, effectivement. Okay. Une petite idée, c'est venu. C'est sûr, on se dit toujours, j'aimerais avoir ma propre petite affaire, gérer, mais tu sais, on se dit à quel moment. J'étais quand même bien, là. J'ai toujours été bien où je travaillais et j'avais quand même une grande flexibilité en tant qu'intrapreneur, en fait. Ouais. Donc, comme un entrepreneur, comme c'était à toi, c'est ça. Exactement. Donc, j'avais une grande flexibilité. Ce qui m'a amené à me dire, bien là, j'ai envie de le faire pour moi maintenant. Okay. Donc, je suis vraiment passionnée, étant passionnée des, excusez les mots, là, de microbrasserie, de tout ce qui se fait ici, tout ce qui est artisanal. Exemple, avec mon mari, moi, depuis qu'il me connaît, il n'a jamais bu autant de bière, mais dans le sens c'est vrai? Oui. Okay. J'ai fait découvrir ça parce que j'aime aller visiter des micros, voir comment ça se passe. J'aime aller dans des vignobles du Québec aussi. Fait que c'est ancré en moi. Oui, je suis italienne. Oui, si je vais en Italie, je vais boire des vins d'Italie. Mais en étant au Québec, on fait tellement de belles choses ici. Donc, pour moi, je me suis dit, bien, pourquoi pas encourager et acheter au Québec quand on est ici pour faire circuler l'économie locale aussi. Donc là, c'était clair que si tu te lançais en affaires, ce serait quelque chose qui rejoindrait les microbrasseries, qui rejoindrait les vins d'ici, les produits d'ici. Les produits d'ici. Bon. Et là, arrive une opportunité où tu achètes une franchise d'une grande bannière et là, tu décides de te lancer là-dedans en ouvrant une boutique. Oui, en fait, au départ, je voulais partir toute seule. Il y avait quand même peut-être une opportunité pour démarrer seule. Et quand j'ai vu la bannière franchisée, je me suis dit, bien là, pourquoi pas embarquer encore avec une équipe? J'ai toujours été habituée d'être en équipe quand même. Hein? Fait que là, le côté moins confiant m'a amené là. Est-ce que, à quelque part, c'est sécurisant de savoir que la bannière existe, le nom existe, est connu, ce qui fait que tu n'es pas seul?
tu as déjà une chance d'aller chercher de la clientèle juste parce que le nom est connu? Je pensais que oui au départ, mais en fait, j'avais déjà une clientèle à Terrebonne. Donc, avoir parti toute seule, je me souviens dans mes ouvertures, déjà j'avais mon monde, j'avais même la Chambre de commerce qui m'a appuyée, vous étiez là à mon ouverture, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu être déjà Soif et Fringale. Et probablement que, justement, c'était juste de se faire confiance aussi, puis de se dire, bien, pourquoi pas. Je pouvais partir toute seule à ce moment-là. On va mettre un clou là, sur... On va terminer le chapitre avec la franchise en question, parce que tu es sorti de cette franchise-là, parce que tu tenais à partir de ta propre franchise à toi. Bien, en fait, ton propre nom à toi. Mais juste avant... cette expérience-là avec le franchiseur en question, quand on est avec un franchiseur, est-ce qu'on a les mains un peu plus liées que si on est entrepreneur seul, puis aujourd'hui, tu prends tes propres décisions, à savoir ce que tu veux mettre dans ta boutique, puis les sortes? Est-ce que tu es contrainte à dire, ben non, si un client va dans une succursale ou une autre, c'est toute la même bannière, donc on se doit d'avoir tous les mêmes produits ou toutes les... On est restreint un peu? Bien, c'est sûr, parce qu'en même temps, il n'y a comme pas le choix, puis en même temps, c'est ce qu'on adhère en étant avec une franchise. Il y a certaines obligations. Par contre, c'est sûr que la différence, puis que je suggérerais aux entrepreneurs, c'est vraiment d'y aller graduellement. Tu sais, nous, on est partis en gros, beaucoup de stock, beaucoup de... Tu sais, le magasin, on rentrait, là, c'était plein. Il y en avait partout, beaucoup d'inventaire. Quand tu rentres, là, tu te dis, wow, tu sais, il y a du stock, là. Absolument. Mais normalement, quand on part en entreprise, on est peut-être plus... Tu sais, on y va plus tranquillement, on fait une meilleure gestion. Mais il y a la liquidité aussi, j'imagine, là. Il y a l'inventaire, ça coûte cher, tout ça, là. Puis si on veut garder tout frais, puis quand on a du stock qui traîne en arrière, parce qu'il y en a trop même pour plus de place en avant... C'est de l'argent qui dort aussi. Là, puis on ne peut pas commander des nouvelles choses non plus. Donc, avoir plus de nouveautés plus souvent, mais en plus petite quantité. C'est ce que maintenant, on se permet de faire. Ce qui fait que, juste pour aller d'un à l'autre, donc tu sors de cette franchise-là, de cette aventure-là, et tu décides de partir sous ton propre nom, qui est Soif et Fringale. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec 2 boutiques. Là. En fait, tu en as une à Lachenay, tu en as une à Terrebonne. Et là, dans ces boutiques-là, tu offres sensiblement les mêmes produits, c'est-à-dire que ce que tu souhaitais, c'est de faire découvrir les produits québécois. Pourquoi les produits québécois? Non pas que je suis contre, bien au contraire, je suis content, mais pourquoi les gens qui nous écoutent? Parce qu'on a tellement de beaux produits, il y en a tellement qu'on ne peut même pas toutes les avoir, on ne peut même pas toutes les encourager, on ne peut même pas... Il y en a plein que je ne connais pas encore, malgré que j'ai une boutique. La superficie de la boutique. Absolument. Tellement qu'il y a des produits. Oui, c'est quelque chose. Absolument. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de... On a beaucoup d'artisans qu'on ne connaît pas. Moi, je consomme du non-alcoolisé et je les prends chez vous. Là. Fait que tu as quelques produits non-alcoolisés pour ceux qui ne boivent pas de la... Tu vrai? Il y en porte plus? Il y en sort plus? Oui, beaucoup. Ah oui? Oui. Fait que ça te permet de découvrir aussi d'autres produits, mais pour ceux qui ne prennent pas d'alcool, ils peuvent aller aussi chez vous. Là. Parce que les gens se restreignent peut-être, ils vont se retenir d'aller chez vous. Et pourtant, on y retrouve autant des produits du Québec, mais pas seulement en consommation en liquide, là, soit en vin, tout ça, mais tu as plein d'autres choses. Tu as plein d'autres articles aussi que tu offres pour avoir un complément là, qui va dans les deux. Pour faire une belle petite soirée, apéro, 5 à 7. Et là, disons-le, là, on ne le cachera pas, là, tu étais en amour, et là, tu as ton conjoint, que là, vous êtes mariés, tout ça. En plus lui, pendant tout ça, il est arrivé ça, alors bravo, félicitations à vous deux. Merci. Vous êtes tellement cute ensemble. Et il arrive que ton conjoint s'implique dans l'entreprise aussi, et là, vous êtes tous les deux dans l'entreprise. Là. Comment ça se passe, ça, quand on est tous les deux là-dedans? Est-ce qu'on en parle, à un moment donné, sous l'oreiller, à un moment donné, tu te dis, bon, quand on arrive à la maison, tu sais, souvent, on va dire ça, on arrive à la maison, on ne parle plus de la business. C'est-tu vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est impossible. Comment on fait pour avoir un équilibre là-dedans? Il faut être les deux passionnés pour pouvoir en parler et être en accord d'en parler. Parce qu'on ne peut pas... Lui, il travaille à temps plein, donc... OK, lui avait un travail à temps plein. Oui, il a toujours gardé son travail, il a toujours continué à travailler à temps plein. Okay. Donc, on doit en discuter à quelque part. À un moment donné, on ne peut pas être... Et les week-ends, on les passait en boutique majoritairement. Au lieu de faire du bateau comme avant, on est dans les boutiques. Mais tu sais, on fait beaucoup de concessions, mais on le fait ensemble et on a le même but, on a la même... on est dedans, là, donc on ne peut pas ne pas en parler ensemble. Vous avez le même objectif, la même vision de où est-ce que vous voulez aller. Ça aide, là.
Oui. Déjà au départ, là. Que quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, j'aimais mieux quand on allait faire du bateau, fait qu'on va laisser faire les boutiques. Ouais, mais moi, c'est mon rêve, j'aimerais ça continuer. » Ça devient un peu plus compliqué, les deux, on là. était en accord, on a fait des choix. Et suite à ces choix-là, c'est sûr qu'à un moment donné, on tombe dans, tu sais, nous, avec une transition, un nouveau nom, le fait d'avoir quitté la franchise ça fait pour beaucoup, partir... c'est comme repartir, mais avec pas les mêmes moyens qu'au départ. On s'entend qu'on part avec un petit peu plus de difficultés, mais on continue avec notre même lignée de se dire, regardez, ça prend le temps, hein, quand on part en affaires, c'est pas la première année qu'on fait de l'argent. Et en fait, ça, c'est... Faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps. Donc, avant même d'en faire, c'est est-ce qu'on peut juste arriver et satisfaire les demandes des clients? Ça, c'est quelque chose aussi, parce qu'on part d'une boutique très remplie à là, beaucoup de variétés. On en a autant aujourd'hui, mais le coup d'œil est moins frappant qu'avant. Mais ça, c'est une stratégie d'affaires aussi que tu as appris aussi avec le temps, ce que tu ne savais pas au départ. Puis là, tu te dis, bien, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller remplir la tablette jusque dans le fond, à l'arrière, quand on peut remplir de devant, offrir une plus grande variété à nos gens et minimiser un peu sur les coûts d'inventaire que ça représente les avoir à dormir, comme on le dit, quand ça dort sa tablette, c'est pas... il faut qu'il y ait un roulement. Et ça permet aussi à la clientèle d'avoir des produits qui sont frais, des produits qui ne sont pas près de l'expiration, mais plutôt adéquatement, puis une belle rotation un peu de la marchandise qui roule à l'intérieur de la boutique. C'était un peu ça ton optique, là. Oui, exactement. C'est ça. Fait que c'est sûr que le coup d'œil, ça a l'air un peu moins, mais non, on est très bien rempli. On a un côté fringale, plus fringale aussi, pour accompagner. Quand tu regardes ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment avec ce que tu vois avec le recul, que ce soit avec la franchise avec qui tu étais au départ, parce que tu disais, tu te sentais peut-être un peu plus sécurisé, ou avec ton conjoint, vous vous sentiez plus sécurisé, pour finalement te rendre compte que finalement la clientèle serait probablement venue dès le départ si tu avais parti ton soif et fringale dès le départ. Ce que tu as réalisé en cours de route puis que tu as décidé de faire, mais ça a arrêté ça. Mais il faut accepter les erreurs qu'on fait aussi. Il faut accepter, il faut être très résilient en tant qu'entrepreneur. Quelqu'un qui veut se partir en affaires, je dirais, allez-y plus, ayez plus confiance. Si vous avez une mission, une vision, allez-y avec une plus grande confiance, puis de ne pas hésiter si la vision est là puis qu'on sait ce qu'on veut. De pas... en fait, moi, je pense que c'est juste ça, un côté confiance quand tu te pars en affaires à mon âge. Tu penses que tu avais peut-être un peu moins confiance bien, pour partir en équipe encore, peut-être. Peut-être, je me disais, il faut que je sois avec quelqu'un, probablement. Parce que quand j'y repense, je me dis, j'avais tous les atouts, j'avais toute l'expérience pour démarrer quand même seule. Mais en même temps, j'aimais le contexte, c'était exactement ce que je voulais. C'est des addons. Mais le conseil, je pourrais dire, c'est dur à dire parce que on ne sait jamais quand on se part en affaires, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, du jour au lendemain, il peut arriver quelque chose qui fait que tu dois te revirer de bord. Tu te tournes, OK, on y va comme ça. Puis là, tu penses aller comme ça. Puis là, non, il faut encore que tu ailles au lieu d'à droite, à gauche. Il y a toujours des décisions à prendre importantes qu'on ne s'attend pas. Ça prend de la résilience. Ça prend de la résilience, beaucoup de passion. Puis je pense que tu en as encore beaucoup. Puis merci d'être là. Merci d'être là comme entrepreneur ici au Québec et de faire découvrir justement les produits d'ici. Odilina, ça fut un immense plaisir de te recevoir. Merci. Merci à toi.